Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec. Je me présente, Laure Caillot, je suis la directrice générale de la Fédération. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'éco-responsabilité dans les cliniques. L'éco-responsabilité, on n'a pas le choix, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle on est confronté. La pandémie a fait relever de nombreux enjeux justement en lien avec l'environnement, avec l'usage notamment des équipements de protection individuelle. Vous avez été nombreux à poser des questions. On fait quoi de nos masques? La Fédération a voulu se poser la question sur ces enjeux, puis on a décidé de collaborer avec l'équipe de Maillon Vert, qui est une équipe de consultants en environnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Véronique Dufour et de Jennifer Aniki. Merci à vous deux d'être là. Elles vont vous parler justement de ce qu'on peut faire en clinique. Elles vont faire aussi un retour sur le projet pilote qu'on a mené avec 4 cliniques qui sont membres de la Fédération pour justement savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les cliniques, comment on pourrait aller plus loin en vue justement de développer un parcours d'accompagnement. Que je vous remercie à tous de votre présence. Puis, mesdames, je vous laisse la parole. Bon webinaire à vous. Merci. Merci beaucoup, Laure. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Simplement me dire si c'est bon. Oui. Parfait. Donc, bienvenue au webinaire. Merci beaucoup, Laure, et à la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec de nous permettre de réaliser ce beau mandat. On est très enthousiastes à l'idée de vous présenter les résultats de notre étude aujourd'hui. Donc, on va passer l'heure du lunch ensemble. J'espère que vous serez bien entretenus. Avant de débuter, si vous avez un problème, si vous nous voyez en tout petit présentement, peut-être juste double-cliquer sur votre écran pour qu'on apparaisse en plein écran. Vous mentionnez aussi, vous êtes déjà habitués la plupart, mais vous mentionnez d'utiliser la fonction chat en bas si vous voulez interagir pendant le webinaire. Puis, la portion questions et réponses, ça va être vraiment pour la période de questions. Donc, si vous avez des questions spécifiques, à la toute fin, on a un moment prévu pour ça. On va aussi vous demander d'interagir dans quelques instants. On vous avait partagé un code sur menti.com. On va aussi le mettre dans le chat pour ceux qui ne l'auraient pas préparé à l'avance. Ça va nous permettre d'accélérer le déroulement. Donc, on va vous demander de faire une certaine action dans un instant en lien avec ça. Puis, pour votre information, la présentation est enregistrée, puis elle sera disponible pendant quelques semaines, disponible aux membres pendant quelques semaines. Donc, vous pourrez la réécouter ou la partager à vos collègues. On va vous parler très brièvement de Maillon Vert. On est qui? L'éco-responsabilité, c'est quoi? Ensuite, le gros de notre heure du lunch, ça va être sur les résultats de notre étude qu'on a menée dans les 4 cliniques. On va les nommer aussi dans un instant, les remercier. On vous salue, ceux qui sont présents en ce moment puis qui ont participé à l'étude avec nous. Merci beaucoup. Et on va vous présenter une vidéo et un parcours EcoPlus responsable. On lance en quelque sorte un projet aujourd'hui de cohorte en clinique de physiothérapie. Donc, ça va être le moment à la fin de vous parler des détails de tout ça. Puis, il va y avoir une période de questions d'environ 10 minutes à la fin. Alors, on se lance. Laure a déjà fait son mot. Maillon Vert, qui sommes-nous? Donc, on est une firme de consultants en développement durable. On est une petite équipe à taille humaine, des gens passionnés qu'on est tous soudés. Bien sûr, on a une multitude d'expertises dans l'équipe, mais on est tous soudés par le même désir de créer des effets positifs dans la société. Puis, c'est assez particulier parce qu'il y a presque 10 ans, jour pour jour, aujourd'hui, on fondait Maillon Vert. En fait, Marc-André Mayotte, qui est à l'arrière à gauche, et le fondateur et président de Maillon Vert. Donc, c'est une année très importante pour nous. Puis, on est bien fiers des effets positifs qu'on crée, des outils, des pratiques concrètes qu'on implante dans les différentes entreprises qu'on accompagne. Donc, au Québec, c'est plus de 100 entreprises EcoPlus responsables qu'on a accompagnées. On a surtout été connus dans le domaine de la pharmacie parce que Marc-André, à la base, est un pharmacien. Puis le virage éco-responsable des pharmacies du Québec a été entamé en grande partie grâce à son apport puis à la part de Maillon Vert. Puis depuis quelques années, on se diversifie beaucoup. Donc, on accompagne maintenant une multitude d'autres types d'entreprises, principalement des commerces de proximité
maternités, des cliniques et bien sûr encore des pharmacies. C'est le moment d'interagir. Donc, je vous demanderai d'aller sur menti.com et d'entrer le code qu'on vous a partagé. Puis, le devoir à cette étape-ci, c'est d'écrire 1, 2 ou 3 mots. Qu'est-ce que l'éco-responsabilité signifie pour vous? Donc, allez-y de façon très spontanée. Là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne dans un nuage de mots à l'instant. Donc, je me rends ici. Je vous laisse le temps d'écrire vos mots, puis ça va populer petit à petit. Donc, il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire. Donc, il y a des mots qui me font sourire. Chanson, pourquoi pas. Planète, futur. Donc, on parle beaucoup d'avenir. On parle d'environnement, des pratiques, bien sûr, une empreinte. L'éco-responsabilité sonne avec éco-responsable, en effet. La personne qui a écrit ski, peut-être qu'elle ferait référence au transport durable pour se rendre au travail. Il y a une de nos cliniques dans l'étude qu'on a menée qui nous disait qu'une personne se rendait à la clinique de Gatineau en ski de fond. Donc, on vous salue si c'est vous qui êtes là. Respect, collectivité, attention. C'est super intéressant. Merci. Je vous laisserai peut-être encore là, quelques secondes pour entrer vos mots. Récupération, revalorisation. Super intéressant. Donc, terre aussi, terre qui fait référence à planète. Donc, je vois que ça bouge encore. Terre, j'ai pas mal tout nommé. Donc, merci à ceux qui ont participé. On verra là, si à la fin, il nous reste quelques minutes pendant la période de questions. On regardera si le nuage de mots a pris encore plus d'ampleur. Donc, on y reviendra. Merci beaucoup. Alors, l'éco-responsabilité, il n'y a pas de définition parfaite ou exacte. Ça peut faire référence à plein de choses que vous avez déjà écrites. On trouve que le lien avec le développement durable est très, très fort. C'est important pour nous d'en parler. Parfois, l'éco-responsabilité, on peut penser peut-être un petit peu plus davantage au pôle environnement. Mais le développement durable, c'est aussi la sphère économique, c'est aussi la sphère sociale. Puis il y a une définition même qui a été nommée dans le rapport Brundtland qu'on vous a mis ici, mais que je ne prendrai pas la peine de vous lire. Vous devez déjà l'avoir lu. Le développement durable, l'éco-responsabilité, ça peut faire notion de tendance aussi. Depuis le début de la pandémie, on observe certaines tendances. C'est certain que le grand virage numérique qui est amorcé, là, on le voit ce midi, on est avec vous en mode virtuel. Mais c'est très commun, le virage sans papier aussi là, dans les entreprises. Puis vous, en clinique, la gestion documentaire sans papier est en cours pour plusieurs. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Il y a un grand intérêt pour les entreprises de s'approvisionner de façon plus durable. Puis au niveau des clients, au niveau des consommateurs ou des gens qui fréquentent les endroits où ils obtiennent des produits ou des services, bien, on a un grand intérêt envers le zéro déchet, la diminution des produits à usage unique, les produits locaux, les produits en vrac. Donc, probablement que vous êtes déjà au courant, puis c'est peut-être même pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, parce que vous avez de l'intérêt pour le sujet. Mais on trouvait important là, de vous le mentionner d'entrée de jeu. Alors, on va plonger maintenant dans l'étude qu'on a réalisée avec 4 cliniques de physiothérapie membres de la Fédération. Il y a d'abord des grands... c'est vrai que je voulais prendre le temps d'abord et avant tout de remercier ces 4 cliniques-là. Donc, il y a PCN, la capitale, à Québec, Véronique Cormier, Edith aussi, qui a prêté sa voix à la vidéo qu'on va vous présenter tout à l'heure, puis qui est aussi membre du CA, administratrice de la Fédération. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Chantal, puis à François de la clinique de physiothérapie crânio-cervicale et temporomandibulaire. J'espère que je l'ai bien dit. Donc, c'est la clinique de Gatineau que je vous parlais tout à l'heure. Merci à Claire Bourassa de Physio PRJ et à Mélissa et Gabriel de Physiothérapie universelle Pierre Boucher. Ça a été super intéressant, stimulant de travailler avec vous. Puis, on attendait la fin du webinaire pour vous partager de façon détaillée tous les résultats qui s'appliquent spécifiquement à votre clinique.
Donc, certains grands constats, avant que je cède la parole à ma collègue Jennifer, qui va prendre la balle dans un instant. On a certains constats généraux qu'on voulait vous faire état. Donc, il y a une différence quand même assez marquée dans la mise en place de pratiques éco-responsables dans les cliniques dans lesquelles on a fait l'étude. Par contre, il y a une grande volonté de contribuer à la mise en place de solutions concrètes. Un grand intérêt aussi pour la sensibilisation du personnel, donc vous, les employés, puis à la sensibilisation des clients. Le pôle client ressortait aussi dans notre étude comme étant très important. On vous a demandé également, c'est quoi pour vous la clinique idéale? Parce qu'on s'attendait peut-être à avoir des éléments d'éco-responsabilité qui ressortent. Donc, selon vous, la clinique idéale, c'est une clinique qui accompagne les clients dans leur rétablissement et leur bien-être à long terme. C'est un peu la mission que vous vous êtes donnée aussi en choisissant la profession de physiothérapeute. Une clinique idéale, c'est une clinique qui est engagée dans sa communauté, qui contribue à l'épanouissement de ses employés. Ça, c'est le pôle social, bien-être au travail est très important pour vous. Puis qui contribue à la mise en place de solutions éco-responsables concrètes qui se rattachent à votre réalité, bien entendu. Quelques statistiques des sondages, quelques données pour appuyer tout ça. 100% d'entre vous êtes favorables à l'implantation de pratiques éco-responsables en clinique. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. La très, très grande majorité aimerait en apprendre davantage sur le développement durable ou l'éco-responsabilité. Travailler au sein d'une clinique éco-responsable viendrait accroître votre sentiment de fierté puis d'engagement. Donc, c'est pas rien de prendre un virage comme ça. Ça peut être très bénéfique au niveau de la rétention, de l'attraction également. Puis, vous croyez qu'implanter des pratiques éco-responsables permettrait de faire rayonner la clinique. Là, je parle de façon générale, on va le faire de cette façon-là, mais c'est les données qui viennent, bien sûr, de l'étude des 4 cliniques, mais on peut extrapoler parce que quelque chose que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est qu'on a fait très attention pour aller chercher une diversité de cliniques dans notre étude, donc milieu rural, milieu urbain, très petite clinique à plus grand regroupement. Donc, tout ce qu'on présente est accessible à toute cette panoplie de diversité-là au sein des membres de la Fédération. Donc, c'est le moment de vous présenter les pôles qu'on a retenus pour vous présenter les résultats. Donc, il y a le pôle déchets, matières résiduelles, il y a le pôle achat ou approvisionnement responsable, si on veut. Le pôle transport, donc mobilité durable, va se retrouver là. Le pôle social, j'en ai parlé au niveau du bien-être, de l'attraction, donc tout ce qui est RH, mais aussi tout ce qui est implication dans la communauté irait dans le pôle social. Puis finalement, bâtiment. Donc, on pense à efficacité, il y a une petite erreur dans la présentation, mais on pense à efficacité énergétique, à impact du bâtiment au niveau des rénovations durables ou des aménagements durables, par exemple. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Jennifer pour vous présenter de façon plus concrète les résultats de l'étude dans chacun de ces pôles d'action. Merci Véronique pour cette mise en contexte. Donc, encore une fois, un grand merci aux cliniques qui se sont prêtées au jeu, hein, dans le fond, de sonder leurs clients, de sonder également leurs employés, à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça. Puis moi, ce que je vais faire dans la prochaine partie de la présentation, c'est vraiment creuser puis vous présenter justement les résultats, non seulement des sondages, mais également les cliniques qu'on a sondées. C'est quoi vos priorités, puis qu'est-ce que vous pensez justement de ces différents pôles d'action-là? Donc, c'est parti. On commence avec le volet déchets. Donc, principaux constats au niveau de la gestion des déchets en clinique, bien, vous générez très peu de déchets, hein, vous traitez avec vos mains, ce qui fait que vous n'avez pas à utiliser plein de produits, vous n'en vendez pas non plus, ce qui fait que c'est une très bonne nouvelle en fait, il y a très peu de déchets générés en clinique. Ceci étant dit, il y a quand même place à amélioration au niveau des collectes implantées, hein, donc la plupart d'entre vous, vous avez les petits bacs jaunes, les contenants jaunes pour le biomédicaux, donc les aiguilles, les piquants tranchants, ça, c'est bien respecté. Confidentiel, papier confidentiel, vous le faites dans 3 cas sur 4.
Par contre, pour ce qui est du recyclage multimatière, malheureusement, c'est plus difficile dans certains contextes d'implanter le recyclage. Donc, ce n'est pas implanté partout, malheureusement. Papier-carton dans un autre des cas. Puis sinon, on avait une plus petite clinique qui avait un peu plus de flexibilité qui, elle, était même jusqu'à implanter là, des collectes spécifiques, par exemple, pour les piles, les batteries. Donc, ça, c'est ce qui se dégage là, par rapport à la gestion des déchets en clinique. Sinon, si on regarde, qu'est-ce que vos clients et vos employés pensent de ça? Bien, la grande majorité d'entre eux pensent que la clinique, vos cliniques devraient améliorer ces pratiques de tri. Donc, s'assurer que les bons bacs sont aux bons endroits puis qu'on a toutes les collectes nécessaires aussi qui sont en place. Puis aussi, hein, tantôt, Véronique le mentionnait, ces tendances de parler de réduction de l'utilisation d'items à usage unique, surtout le plastique, par exemple, qui a très mauvaise presse. Donc, c'est également une grande priorité chez vos clients et chez vos employés de réduire là, de ce côté-là. Maintenant, si on y va avec vos préoccupations à vous, vos priorités, donc vous avez un grand intérêt pour l'implantation de nouvelles collectes, donc des collectes qui sont manquantes, mais également, vous êtes très curieux de comprendre les enjeux des autres collectes. Tantôt, Laure parlait des masques. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur est-ce que c'est vraiment mieux finalement de recycler, d'avoir une boîte de recyclage des masques. Donc, ça démontre justement une grande curiosité de comprendre c'est quoi les processus de recyclage en arrière des autres collectes. Puis, vous avez également une grande volonté d'impliquer et de sensibiliser vos employés. Vous considérez pour la plupart que vos employés font partie de la solution. Donc, ils devraient ils devraient faire partie finalement de ce projet-là à la clinique. Ce qui fait que, de façon concrète, qu'est-ce que vous pourriez faire à la clinique? Bien, d'abord, mettre en place les collectes manquantes. Je ne dis pas que c'est simple, hein, dans certains contextes, on l'a dit tantôt, là, ça peut être un peu plus compliqué. Ceci étant dit, si vous faites partie de la cohorte plus tard ensemble avec nous, bien, nous, on aura des pistes de solutions là, pour vous. Ensuite de ça, améliorer le tri des déchets, donc s'assurer que les bons bacs sont aux bons endroits, puis également réduire l'utilisation d'items à usage unique sans nécessairement couper là, ou prendre des grands moyens présentement, commencer à réfléchir à quels items est-ce qu'on pourrait remplacer par du durable, par exemple. Donc ça fait le tour du volet déchets. Maintenant, le volet social, qu'on a divisé en deux grandes catégories, donc le côté ressources humaines, les employés, puis le côté implication communautaire. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la communauté? Au niveau des ressources humaines, les principaux constats, bien, on avait des cliniques de toute taille, hein, des très petites, des plus grandes. Une chose qui est commune là, dans toutes les cliniques, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Des physios, il n'y en a pas beaucoup. Puis bien souvent, c'est un frein justement pour vous au niveau de la croissance. Hein. Vous ne voulez pas nécessairement aller chercher de nouveaux clients parce que vous n'avez pas assez de physio pour vous permettre une croissance, par exemple. Ceci étant dit, bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une belle stabilité au niveau du personnel professionnel. Un certain roulement, par contre, au niveau du personnel administratif, hein, au niveau de la réception, là, ça, il y a un petit peu plus de roulement. Puis, la plupart d'entre vous avaient quelques pratiques RH de déjà implanter, par exemple, évaluation des employés, d'autres outils RH comme les échelles salariales, par exemple. Équité, diversité, inclusion, personne d'entre vous ne l'avait nécessairement d'implanter. Par contre, si on regarde au niveau des résultats de sondage, vos clients et vos employés, même 100% des employés considèrent que ce serait important d'intégrer éventuellement des pratiques d'égalité, diversité, inclusion à vos pratiques d'embauche, par exemple, de gestion des employés, pour laisser les mêmes chances, dans le fond, à tout type d'individus d'accéder à un poste. Et ça aussi, ça, c'est vraiment, je dirais, l'élément qui était très majeur là, au niveau des sondages, c'est que tout le monde était presque unanime là, pour dire que c'est extrêmement important que les cliniques, les propriétaires favorisent la santé et le mieux-être des employés. Donc, ça, c'est au niveau ressources humaines. Maintenant, au niveau de la communauté, donc de l'implication, vous avez tous, en tout cas les cliniques sondées, là, vous aviez tous des activités d'organiser, que ce soit team building, 5 à 7, puis là, on parle de avant la pandémie. Même pendant la pandémie, quand même, les gens, aussitôt qu'il y avait que c'était possible de se rassembler, on le faisait, sinon de façon virtuelle. Puis sinon, certains d'entre vous participaient également à des événements, des défis sportifs aussi.
Encore une fois, au niveau des sondages, là, les employés, les clients considèrent que c'est très important là, de soutenir les organismes locaux, de participer à des activités de bienfaisance, puis même aussi jusqu'à permettre aux employés de donner de leur temps pour une cause, par exemple. Ça aussi, c'était ressorti. Maintenant, au niveau des opportunités, des meilleures pratiques retenues, donc vous, qu'est-ce qui est important pour vous? D'abord, le fait que c'est une grande difficulté d'embauche de personnel professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous aimeriez, et ce serait important pour vous de mettre en place des mesures de santé et mieux-être. Donc, comment mieux prendre soin de vos employés pour s'assurer qu'ils restent plus longtemps chez vous, par exemple, notamment par la réduction du stress. Hein, c'est quand même, il peut y avoir un certain stress là, à passer différents des clients là, un après l'autre, par exemple. Donc, il y avait peut-être des mesures par rapport à ça qui avaient été discutées, puis d'aider également à établir un meilleur équilibre, gestion des horaires, vie personnelle, professionnelle. Puis également, certains d'entre vous avaient mentionné que vous étiez intéressés d'aller chercher la reconnaissance d'un organisme externe au niveau, par exemple, pour faire rayonner finalement les pratiques que vous pourriez mettre en place pour aider au bien-être et à la santé de vos employés. Puis, le fait d'aller chercher une reconnaissance externe comme ça pourrait potentiellement vous permettre d'attirer justement des employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est non négligeable. Maintenant, comme pour le volet déchets, tantôt, je vous montre les pratiques là, que vous pourriez réfléchir déjà. Donc, implanter des meilleures pratiques en santé durable. Vous pouvez déjà commencer à vous questionner par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce que mes employés pourraient apprécier? Élaborer une stratégie d'implication communautaire pour les cliniques qui étaient impliquées ou qui voulaient s'impliquer dans la communauté. C'est un peu à savoir, vers quel organisme est-ce que ça ferait du sens que j'aille? À quel organisme est-ce que je pourrais m'associer? Donc, de débuter une réflexion par rapport à ça. Puis, de penser aussi à des incitatifs pour le bénévolat corporatif. Donc, comment est-ce qu'on pourrait inciter nos employés à participer aux activités, justement, dans des organismes dans la communauté. Donc, voilà pour le volet social. Maintenant, au niveau des achats. Intéressant, au niveau des achats, vous êtes déjà habitué, vous faites affaire avec des fournisseurs directs. Vous utilisez des produits d'entretien pour ce qui est lessive, désinfection et entretien. Sinon, il y a aussi tout le côté achat de matériel professionnel. Hein. Donc, ça, c'est une grosse portion de vos commandes également. Au niveau maintenant des produits, des achats récurrents non professionnels, donc par exemple les produits d'entretien, il y en avait la moitié d'entre vous, là, des cliniques sondées, qui étaient déjà en transition vers des produits plus éco-responsables. Donc, on regarde un peu la liste d'ingrédients, par exemple. On favorise le vrac également. Puis sinon, l'autre moitié, c'était des produits plus standards qui étaient utilisés. Au niveau des achats, on a aussi intégré le côté gestion documentaire. Donc, il y en a déjà le trois quarts d'entre vous des cliniques sondées qui étaient en transition numérique, donc qui n'étaient pas 100% numérique, mais quand même là, qui avaient une bonne longueur d'avance, ne serait-ce que de fournir des iPads à toutes par exemple, à tous les physios, le système documentaire également en ligne, donc certaines initiatives en place. Ceci étant dit, c'est quand même un gros changement. Puis parfois, il peut y avoir de la réticence au changement au sein des équipes. Donc, ce n'est pas nécessairement un changement qui est simple à mettre en place. Ça faisait aussi partie des commentaires. Si on regarde maintenant ce que les clients et les employés en pensent, ça aussi, c'est unanime. Hein? La clinique devrait s'approvisionner de façon responsable, intégrer des critères d'achat responsable au niveau de ses achats récurrents, par exemple. Puis réduire l'utilisation de papier, ça aussi, ça fait longtemps qu'on en parle, la réduction de l'utilisation du papier, ça fait partie aussi des priorités. Ce qui fait qu'au niveau des achats, vous, vraiment, là, ce que vous disiez qui est important pour vous, c'est d'acheter local, éco-responsable en vrac. Donc, vous aimeriez être outillé par rapport à ça, y voir un peu plus clair aussi, à savoir qu'est-ce qui fait qu'un produit est éco-responsable versus qu'est-ce qui n'est pas éco-responsable. Le deuxième point très important, puis ça a été répété dans toutes les cliniques,
c'est extrêmement important que les produits professionnels soient efficaces et ça va même au-delà du fait que ce soit local ou éco-responsable ou peu importe. Hein. Puis là, je donne l'exemple qui m'a été dit que je trouvais qui était très marquant. Là, quand on met du tape, quand on utilise du tape pour un client, bien, on veut que le tape colle. Donc, ça, on vous a entendu. On considère également que c'est très important. Donc, tout ce qui est produit professionnel, là, vraiment, c'est le côté efficacité qui prime. Au niveau du papier, grande volonté, ça aussi, c'était unanime là, parmi les propriétaires, les gestionnaires, de réduire la quantité de papier. Par contre, certains d'entre vous, vous aviez des questionnements sur l'impact du virage numérique. Donc, est-ce que c'est réellement meilleur pour l'environnement de faire le virage numérique que d'être en papier? La réponse n'est pas si simple. Hein. Des fois, ça dépend. Ça dépend du type de papier, ça dépend de la quantité aussi. Donc voilà, vous aviez des questionnements par rapport à ça. Maintenant, si on y va avec les pratiques à mettre en place, les réflexions que vous pouvez déjà amorcer, donc de réfléchir à des critères éco-responsables à ajouter, à intégrer là, aux achats récurrents. Les achats récurrents, c'est tout ce qui ne touche pas nécessairement le matériel professionnel. Par exemple, papier d'entretien, le matériel, les produits d'entretien également. Commencer à réfléchir si ce n'est pas déjà fait, sinon, comme deuxième point, au virage numérique pour une meilleure gestion documentaire, puis bien évidemment, réduire déjà d'emblée toutes les impressions qui ne sont pas nécessaires. Déjà, ça, on essaie de réduire. On passe au volet transport maintenant. Alors, au niveau transport, puis qu'est-ce qu'on veut dire dans le fond par transport? C'est que il y a évidemment des émissions de gaz à effet de serre puis des polluants également qui proviennent des transports, du transport des employés, des clients aussi vers votre clinique. Donc, l'idée de creuser un peu ça davantage, c'est de voir vous étiez prêt à faire quoi? Puis c'était quoi les infrastructures présentement en place, les initiatives en place au niveau du transport? D'abord, peu de soins à domicile, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu là, comme pratique au niveau des cliniques d'offrir les soins à domicile. Souvent, ça va être couvert par le CLSC. Ceci étant dit, il y a quelques cliniques qui l'offrent. Quelques formations ou événements annuels qui nécessitent des déplacements, qui nécessitera des déplacements. Hein. On peut le formuler au futur ou bien au passé. Évidemment, pendant la COVID, ça s'est surtout tenu en ligne, mais on ne l'exclut pas pour le futur. Le transport durable est utilisé par quelques clients. Donc, ce n'était pas rare de vous entendre dire que, ben oui, il y a plusieurs clients qui arrivent en autobus, par exemple. C'est quand même assez fréquent. Ça, évidemment, c'est dans les milieux qui sont plus urbains. Et au niveau du transport durable, chez les employés, transport actif pendant l'été, là, on parle de moins de 10 mais on en avait quelques-uns qui se rendaient en vélo, ceux qui étaient près de la clinique aussi qui pouvaient venir à pied. Sinon, transport en commun en zone urbaine, certains prenaient par exemple l'autobus, le métro. Et sinon, au niveau des infrastructures disponibles, il y en avait dans la majorité des cas, là, soit un support à vélo, des abris à vélo, vestiaires, douches, casiers. Donc, ça, c'est toutes des incitatifs qui peuvent permettre, dans le fond, aux employés de se déplacer de façon active. Donc, c'est quand même important là, à considérer pour les prochaines étapes. Maintenant, qu'en pensent les clients et les employés? Bien, d'offrir des incitatifs pour les transports durables, ça fait l'unanimité également. Puis de réduire, voire même compenser les émissions de gaz à effet de serre à l'aide des crédits carbone. Ça aussi, c'était quand même assez élevé, là, surtout au niveau des employés. Maintenant, si on regarde de votre côté, c'était quoi les priorités? Donc, déplacement actif en absence de douche, ben, c'est un frein. Évidemment, on ne veut pas commencer à traiter des clients, des patients après avoir fait 1 heure de vélo, par exemple. Donc, la douche, c'est une nécessité. Les bornes de recharge, il y aurait un intérêt de votre part là, pour ceux qui sont propriétaires de leur bâtiment. Ça pourrait être intéressant. Vous disiez pour vos employés, mais également aussi potentiellement pour les clients. Le concept de carboneutralité, on remarquait aussi que ce n'était pas très connu, mais qu'il y avait quand même un intérêt pour ça, d'en apprendre davantage, d'être un peu mieux outillé pour savoir qu'est-ce que c'est qu'être carboneutre, par exemple.
Puis aucune clinique, parmi les cliniques sondées, avait fait un bilan carbone, là, par exemple, pour savoir c'était quoi l'impact de ces émissions. Donc maintenant, encore une fois, là, si on y va de façon plus concrète, qu'est-ce qui serait intéressant de faire de votre côté? Bien, comprendre votre indice carbone, comprendre, vous, c'est quoi vos grands pôles d'émissions. C'est quelque chose qui serait à faire. Ensuite de ça, bien, aménager le bâtiment pour favoriser les déplacements durables, hein, installer des supports à vélo, des douches, etc. Puis mettre en place aussi des incitatifs de mobilité durable pour vos employés, mais également pour vos clients. C'est des pratiques aussi qu'on peut garder en tête qui peuvent avoir un grand effet dans la mise en place de pratiques de mobilité durable, par exemple. Donc, voilà pour transport. Et maintenant, le volet bâtiment. Alors, les principaux constats au niveau bâtiment. Donc, c'était qui est-ce qui est locataire, qui est-ce qui est propriétaire de bâtiment? Bien, c'était, je dirais, très égal, là, 50% locataire, 50% propriétaire. Vous aviez aussi des bâtiments pas nécessairement très récents, donc un peu plus de, ou à peu près 30 ans. Il n'y avait pas d'audit d'efficacité énergétique qui avait été effectué dans aucune des cliniques. Puis le type de chauffage, bien, majoritairement biénergie. Donc, biénergie, on veut dire électricité, mais aussi soit une chaudière ou gaz. Puis l'éclairage au tube fluorescent dans la majorité des cliniques. Maintenant, au niveau de l'environnement de travail, bien, c'est vraiment quelque chose là, qui a été nommé, là, que vous aimeriez avoir des plantes ou des images inspirantes dans les salles de traitement, dans les aires de traitement. Puis quelque chose aussi qu'on a remarqué puis que vous avez mentionné aussi, c'est qu'il y avait peu d'espaces communs extérieurs ou intérieurs aménagés pour les pauses des employés. Donc, ça aussi à considérer pour l'aménagement. Ce qui fait que quand on va vers vos préoccupations, il y avait un enjeu. Oui, il y avait un enjeu au niveau du contrôle de la chaleur, surtout dans les grandes bâtisses. Donc, plus la bâtisse est grande, plus c'est fenestré, justement, plus il est possible qu'il y ait des enjeux avec la chaleur. C'est ce qu'on a noté là, dans les cliniques. Donc, ça, évidemment, de devoir ouvrir les fenêtres là, quand on est l'hiver parce qu'il y a trop de chauffage, c'est extrêmement fâchant quand on pense justement à notre impact, là. Même chose si on doit mettre une petite chaufferette l'été parce qu'il y a trop de climatisation aussi, là, c'est bien fâchant. Donc, il y aurait probablement quelque chose à faire de ce côté-là. Vous aviez aussi un intérêt pour le verdissement des espaces de bureaux. Là, ici, on a mis d'ailleurs une image inspirante, là, un mur vert, par exemple. Donc, c'est quelque chose sans nécessairement avoir ce type d'infrastructure-là. D'avoir des plantes, c'est quelque chose qui vous parlait beaucoup. Vous aviez aussi une préoccupation envers les coûts associés aux rénovations. Donc, c'est bien beau faire des rénovations éco, mais encore faut-il que ce soit abordable ou du moins qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, vous aviez ça comme préoccupation. Puis également, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des contraintes associées à la location ou même au partage des espaces de travail. Certains d'entre vous avaient des cliniques qui sont partagées, dans le fond, donc des locaux qui sont partagés avec d'autres professionnels. Donc, ce n'est pas si simple là, quand vient le temps d'aménager des espaces plus conviviaux ou même de faire des rénovations durables, par exemple. Donc, il y avait ça qui était important pour vous. Maintenant, en termes de prochaines étapes, bien, de faire un audit d'efficacité énergétique, ça demeure quand même un incontournable pour savoir, bien, ça serait quoi? Hein? Si on avait des pratiques à mettre en place, qu'est-ce que ça pourrait être? Dans le cas où on avait des rénovations en tête, de planifier des rénovations le plus durables possible. Donc, déjà de réfléchir, par exemple, au type d'éclairage, voire à changer la ventilation lorsque nécessaire, l'isolation, etc. Puis, comme autre pratique aussi bien concrète d'aménager des espaces de travail plus conviviaux, non seulement pour les employés, pour favoriser leur bien-être au travail, mais également pour les clients qui, eux aussi, l'apprécient, ce type de changement-là. Donc,
Donc voilà, maintenant, bon, ben ça, c'est évidemment un engagement qui part de vous. Donc, j'ai fait le tour des 5 sphères. Maintenant, ben, encore quelques petites statistiques ici, comme quoi les employés et les clients demandent, dans le fond, ce type de changement-là. Donc, la clinique devrait encourager ses employés à adopter des comportements respectueux de l'environnement. C'est des scores qui sont très élevés. Là, on le voit que c'est vraiment une priorité pour les employés, mais aussi pour les clients. Puis également, les clients s'attendent aussi à se faire sensibiliser par les employés et par la clinique là, par rapport au développement durable puis aux pratiques qui sont mises en place aussi au sein de la clinique. Puis ce qu'on remarque finalement, c'est que vous avez une grande volonté là, à faire une différence. Ça, c'est quelques citations qu'on a beaucoup aimées. Il y en a certains d'entre vous qui allez vous reconnaître. Donc, j'aspire à un environnement de travail encore plus convivial et chaleureux. Je rêve de faire des traitements à l'extérieur. Hey, wow, c'est pour un client aussi, ça doit être super. J'aimerais que mon milieu de travail me permettre de faire les mêmes gestes éco-responsables qu'à la maison. Hein. Par exemple, le recyclage, le compostage, hein, dans les cliniques où ce n'est pas nécessairement présent, c'est frustrant là, pour les employés. Puis le fait que notre clinique soit plus engagée au sein de ma communauté me rendrait fière. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment que vous avez une grande volonté là, de faire une différence. Maintenant, oui, en grande primeur, on aimerait vous présenter la vidéo qui a été faite pour promouvoir ce grand projet pilote et également la promotion de la cohorte des futures cliniques EcoPlus responsables. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. C'est une vidéo bien courte. Alors, voilà. En 2022, l'éco-responsabilité sera plus que jamais au cœur de notre engagement. Avec l'apport de 4 cliniques de physiothérapie membres de la Fédération, il a été possible de cerner vos enjeux et vos besoins. Sans équivoque, vos équipes sont prêtes à intégrer des pratiques plus éco-responsables dans leur quotidien. Cela augmenterait leur sentiment de fierté et d'engagement. Votre clientèle souhaite elle aussi voir naître des pratiques plus éco-responsables au sein des cliniques. Parce que nous devons ensemble innover pour assurer notre performance et notre pérennité, l'éco-responsabilité est le levier de l'avenir. La Fédération présente le tout nouveau parcours Clinique Éco Plus Responsable en collaboration avec Maillon Vert. Faites partie du changement, rejoignez le mouvement. Alors, on remercie encore une fois, hein, c'est Edith qui a prêté sa voix à cette vidéo. Donc, merci beaucoup, Edith. Et je passe la parole à Véronique pour la suite de la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Jennifer. On est très content de vous avoir présenté en primaire cette vidéo. Elle va circuler là, sur les réseaux de la Fédération là, dans les prochaines semaines pour lancer justement le parcours EcoPlus responsable qu'on vous représente ici à l'instant. Donc, c'est un parcours d'éco-responsabilité en 6 volets. D'abord, l'engagement, très important. Puis, on chemine ensemble durant une durée donnée de quelques mois. En fait, le parcours est prévu pour une durée de 8 à 10 mois. On va le voir dans un instant. Mais on chemine à travers les volets. Donc, on entame le volet déchets en premier. Ensuite, on plonge dans le volet social et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on réalise l'ensemble du parcours. Donc, c'est une démarche qui est accessible, qui est progressive, par contre, qui demande bien sûr un engagement puis un investissement en temps au sein des cliniques puis des équipes qui vont participer avec nous dans ce projet. Il y a des séances de coaching, des réunions
avec les propriétaires, par exemple, ou les responsables de projets qui sont prévus tout au long du parcours. Il y a aussi des ateliers collaboratifs. Donc, on amènerait différentes cliniques de physiothérapie à collaborer ensemble dans la recherche de solutions en lien avec les volets qu'on vous a présentés. C'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que ça va permettre, pour nous et pour vous, on croit, parce que ça va vous permettre justement d'avoir ces liens-là qui c'est peut-être pas toujours évident ou facile de créer, puis d'aller en mode recherche de solutions ensemble. Donc, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. La sensibilisation à vos équipes, puis aussi des trousses de communication qu'on vous prépare, qui vous permet justement de sensibiliser les clients ou parler de ce qui est en cours puis de votre engagement. C'est une opportunité pour agir parce qu'il y a une subvention avec le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Donc, c'est le fonds EcoLeader qui subventionne jusqu'à 75% des frais d'expertise ou d'accompagnement. L'ensemble des projets soumis doivent être réalisés pour mars 2023. Donc, c'est pourquoi le projet débutera là, dans les prochains mois pour avoir le temps de passer à travers le parcours avec vous puis d'être admissible à cette subvention. On rappelle que participer à une démarche en éco-responsabilité, nous, on les regroupe sur 3 pôles de bénéfices. Donc, il y a les bénéfices au niveau des ressources humaines. Donc, je le mentionnais en introduction, mais ça a un grand potentiel de rétention, d'attraction, puis de productivité même des employés quand on fait des démarches en éco-responsabilité ou en développement durable. Au niveau des clients, ça aussi, il y a un potentiel d'attraction, de différenciation, un sentiment de fierté. Un client qui visite une clinique de physiothérapie qui est engagée en éco-responsabilité peut en parler autour de soi puis être fier d'encourager cette clinique-là. Puis au niveau des dépenses, ça, c'est quand même considérable. Des fois, on peut penser que l'éco-responsabilité va nous engendrer des coûts, exemple, mettre en place des infrastructures ou des rénovations justement en durabilité, mais pas nécessairement parce que juste si on pense à optimiser au niveau de l'efficacité énergétique, on peut réduire nos factures d'électricité. Si on se déplace de façon plus durable, peut-être qu'on peut sauver des coûts pour se déplacer à des événements, par exemple. Si on s'approvisionne en gros au niveau local, qu'on fait affaire avec un certain type de fournisseur, on peut aussi réduire nos coûts là, de fourniture, puis réduire, par exemple, la quantité de papier également. Ça peut réduire nos coûts de papier annuels. Donc, c'est important pour nous de rappeler les pôles de bénéfices. Puis, finalement, je le mentionnais, ça demande quand même un certain investissement, un certain engagement. Fait qu'on vous partage tout de suite qu'est-ce que ça représente de votre part, de la part des équipes, avant de passer à la période de questions. Alors, on estime que c'est entre 4 à 8 heures par mois pour partager, autrement dit, les responsables de projet puis les employés qui vont être responsables de la mise en œuvre des actions. C'est en moyenne 4 à 8 heures par mois. Il va y avoir, comme je le disais, des formations, des ateliers, du coaching, des réunions. C'est 1 à 2 rencontres par mois. Des fois, c'est des courtes rencontres, un petit 15-20 minutes. Des fois, ça peut être plus de type formation d'1 heure. Donc, c'est environ la dynamique. Puis, par la suite, les places disponibles, si on veut, on vise entre 10 à 20 cliniques pour participer à notre cohorte clinique EcoPlus responsable. Le lancement, dans un monde idéal, ça va être en mai. Donc, tout de suite, là, avant le début de l'été puis des vacances, on ferait le lancement du parcours avec les cliniques inscrites. Puis, on cheminerait 8 à 10 mois jusqu'en mars de l'année prochaine. Donc, c'est une valeur d'environ 8 à 10 000, mais avec la subvention par clinique, c'est un 2 000 à 2 500, dépendamment du nombre de participants, mais on va ajuster le montant. Alors, en résumé, pour terminer, c'est tout simplement un échéancier. Donc, on est ici, on est au webinaire, on lance. Les inscriptions vont avoir lieu en mars, dans les prochaines semaines. En avril, on dépose au Fonds EcoLeader. On débute le parcours en mai. Puis, l'année prochaine, ça va être la fin du parcours. Il va y avoir des belles communications à célébrer aussi. Donc, on a bien hâte de débuter ça avec vous. Ce serait maintenant la période de questions.
Alors, on vous invite à utiliser le questions et réponses. Si vous en avez, si ça a soulevé des interrogations ou même si vous avez des commentaires, on vous invite à les partager dans le chat ou dans le questions-réponses. Puis on va avoir encore un 10-15 minutes avec vous si vous avez besoin de préciser certaines choses. Bien, merci beaucoup à vous deux, Véronique et Jennifer. C'était très, très clair cette présentation justement pour prendre un peu le pouls des différents endroits où en fait l'éco-responsabilité peut vivre dans une clinique. Il n'y a pas souvent on peut se concentrer sur la gestion de nos déchets et puis pourtant l'éco-responsabilité c'est une sphère très très large de champs d'action et que c'est justement à travers d'un parcours comme le parcours EcoPlus responsable que vous allez pouvoir passer au travers. On vous invite à poser vos questions. On a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas. Quelle sera Alors, il y a Marilyn qui demande quelle sera la procédure pour s'inscrire. Mais en fait, on va, à la suite du webinaire, on va retourner le lien parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir réécouter des choses ou des gens qui ne l'auront pas écouté ou partagé dans leur équipe. Vous allez avoir un lien, en fait, simplement pour déclarer votre intérêt. On va organiser au courant du mois de mars, on va regarder ça avec l'équipe de Maillon Vert, on va faire une séance d'information justement sur le parcours plus pour que vous en sachiez plus, vous compreniez quels sont les engagements, qu'est-ce que vous allez faire au travers de ce parcours, puis ce vers quoi ça va vous amener à cheminer. On va vous donner plus d'informations à venir et puis on vous enverra aussi après tous les renseignements pour pouvoir déposer votre candidature. Je regarde si on a eu d'autres questions. N'hésitez pas. Donc, tel que Laure le mentionnait, le formulaire d'intérêt va nous servir à contacter l'ensemble des gens pour une séance d'information un peu plus complète. Puis ensuite, il y aura l'inscription plus formelle de ceux qui veulent se lancer dans le parcours avec nous. Je regarde rapidement s'il y avait d'autres questions dans l'Assemblée. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose... il y a quelqu'un qui a un... Je n'ai pas vu. Ah oui, excusez-moi, merci. Alors, on aurait aimé revoir les diapositives. Est-ce que ça sera possible d'avoir un document? On va regarder pour vous fournir un peu de matériel avec Véronique et Jennifer. Est-ce que vous avez des dernières questions? Sinon, je vous libérerai. On est vendredi pour les gens avec, selon où vous êtes, journée de tempête. Mais en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de votre présence avec nous sur cette heure de lunch. J'espère que ça va vous donner des champs de réflexion nouveaux sur ce que vous pouvez faire en tant que clinique de physiothérapie. Comment les cliniques peuvent être aussi des milieux de transition écologique où on peut transformer des habitudes, amener d'autres personnes, puis surtout ne pas hésiter, surtout se rendre compte que vous ne le faites pas uniquement pour vous, vous le faites pour votre milieu de vie, votre milieu de travail, mais vous allez au travers de vos actions sensibiliser beaucoup plus de monde que les gens qui travaillent dans vos locaux. Ce sont vos patients, ça peut aller jusqu'à vos fournisseurs. Donc, vous pouvez devenir en fait des porte-parole justement de la transformation, de la transition écologique. Donc, on va vous garder au courant pour la suite. On vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de semaine, une bonne relâche pour ceux qui commencent la relâche la semaine prochaine et au plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau webinaire de la Fédération. Merci à vous. Bonne journée. Merci.